Bonjour Hervé Macheneau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc, je le disais, ancien directeur exécutif d'EDF de 2010 à 2016. Vous avez également été directeur de la branche Asie-Pacifique du groupe pendant 14 ans. Alors on le disait, c'est ce jeudi 1er février qu'entre en vigueur la hausse des prix de l'électricité annoncée par Bruno Le Maire. Nous venons de l'entendre. Près de 20 millions de ménages sont concernés. Une augmentation donc de 8,6 à 9,8%. Je rappelle que les tarifs réglementés avaient déjà augmenté de 4% en février 2022, 15% en février 2023 et 10% en août 2023, ce qui nous fait donc une augmentation totale sur 2 ans de l'ordre de 43 à 44%. Comment expliquez-vous que l'électricité soit si chère en France aujourd'hui ? D'ailleurs, il faut rajouter qu'elle a doublé depuis 2008. Ce qui fait une hausse considérable. Comment se fait-il ? Il se trouve que EDF, qui produit à peu près 95% de l'électricité dont la France a besoin, a un coût de production qui est à peu près constant. C'est essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique, avec une toute petite marge de gaz. Comment se fait-il que, alors qu'on produit 95% du besoin à un prix constant, qui a d'ailleurs diminué depuis les années 90, il faille augmenter de 100% le prix de l'électricité? Alors comment se fait-il justement ? Je vous pose la question. Il y a deux facteurs. Le premier, c'est le déploiement extrêmement anarchique de l'énergie renouvelable intermittente. Parce que l'énergie renouvelable intermittente est aléatoire, comme l'éolien, produit de l'électricité, pas forcément quand on en a besoin, et généralement pas quand c'est la pointe, quand on en a le plus besoin, puisque c'est en hiver et qu'il fait froid, et la nuit et qu'il n'y a pas de vent. Et donc, quand elle produit, on est obligé d'arrêter les centrales nucléaires. C'est un phénomène qui arrive fréquemment. Or, les centrales nucléaires, elles coûtent le même prix qu'elles tournent ou qu'elles ne tournent pas. Le combustible est pratiquement gratuit. Et donc, plus il y a de renouvelables qui fonctionnent, et plus le nucléaire est cher. Sans compter les investissements considérables et le coût réel pour la collectivité, à la fois de l'investissement, du développement et des réseaux pour le renouvelable. C'est une des explications. Ce n'est pas la principale. La principale, c'est cette loi absurde qui s'appelle la loi NOM et qui a conduit à ce qu'on appelle l'accès régulé de l'électricité nucléaire historique. Donc là, vous faites référence à ce fameux ARENH, le dispositif donc mis en place, c'était en 2010, qui permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF. Je reviens avant cela, parce que là, vous remontez en 2010. Moi, je viens d'entendre Bruno Le Maire qui nous dit que cette hausse des prix de l'électricité, elle s'explique, en grande partie en tout cas, par la guerre en Ukraine. Quel est votre point de vue ? C'est une explication de troisième ordre. C'est vrai que le fait que le prix de marché lié au prix du gaz est augmenté d'abord en 2021, puis en 2022 du fait de la guerre en Ukraine, a un effet sur le prix de l'électricité. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison, il ne devrait pas y avoir de raison. Ce que vous dites en fait, c'est que la guerre en Ukraine n'a été qu'un accélérateur ? Même pas un accélérateur, puisqu'en fait, le lancement, la grande hausse principale de l'électricité, c'était en février 2022, avant la guerre en Ukraine. Elle aurait dû augmenter de 50%, et à cause, ce qui était évidemment impossible, et donc on a mis en place à ce moment-là le bouclier tarifaire. La guerre en Ukraine n'avait pas encore été déclarée. Alors évidemment, ça a été un élément supplémentaire, et puis il y a un autre élément supplémentaire qu'il faut mentionner parce qu'il a aussi eu des conséquences, c'est la diminution de la production nucléaire du fait de ces fameux phénomènes de corrosion sous contrainte que le parc nucléaire a connu. Et on va bien évidemment y revenir. Sur cette question du bouclier tarifaire que vous évoquiez, est-ce que c'était un bon dispositif ? Mais encore une fois, à partir du moment où on laisse se développer un processus incontrôlé de hausse des prix liés à l'ARENH et au calcul des tarifs régulés par la Commission de régulation de l'électricité, on arrive à des conséquences d'augmentation qui sont insupportables et politiquement et socialement. Et donc, on met en place un bouclier tarifaire. Mais s'il n'y avait pas eu d'ARENH, il n'y aurait pas eu besoin, il n'y aurait pas eu d'augmentation d'électricité et il n'y aurait pas eu de bouclier tarifaire. Ça veut dire que le bouclier tarifaire, c'était un cache-misère ?
On peut dire que quand on rentre dans une logique absurde, c'est la fuite en avant dans l'absurdité. Alors, un autre argument de Bruno Le Maire, il nous dit « D'accord, ça augmente chez nous, mais moins qu'ailleurs ». Que pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, pour moi, le prix de l'électricité a été décorrélé du coût de production de l'électricité, et par des mesures totalement artificielles, en créant les fournisseurs alternatifs grâce à l'Arenh et en créant les fameux tarifs régulés calculés par la CRE, qui sont une partie d'Arenh et une partie de marché. Et donc, normalement, l'électricité en France devrait être au prix de production d'EDF, c'est-à-dire autour de 60-70 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, du fait de ces deux phénomènes que j'ai cités, en particulier de l'Arenh et les fournisseurs alternatifs, EDF est obligé de se fournir beaucoup plus massivement sur le marché et par conséquent, effectivement, le prix de l'électricité en France monte. Il ne devrait pas monter. Mais est-ce que... je dirais, il y a une corrélation aussi, je voudrais citer cet élément parce qu'il est très important, une corrélation absolument directe entre le pourcentage d'énergie renouvelable dans un pays et le prix de l'électricité dans ce pays. Le Danemark, qui est le champion d'Europe des énergies renouvelables, 40% d'énergie renouvelable, le prix de l'électricité est 10 fois plus cher qu'en France. Ça veut dire qu'on a fait l'erreur, selon vous, de trop miser sur l'éolien, sur le solaire ? Mais bien sûr. En France, c'est totalement inutile, ruineux et par conséquent absurde. Je reviens sur cette... Excusez-moi, j'ai dit 10 fois, c'est deux fois plus cher qu'en France. 2 fois plus cher qu'en France au Danemark. Et en Allemagne, c'est qui a 30% ou 35% d'énergie renouvelable, c'est 1,75 fois plus cher qu'en France. Alors, je reviens bien en avant. Vous évoquez ce qui s'est passé dès les années 2010. Justement, ça tombe bien, vous avez été directeur exécutif d'EDF de 2010 à 2016. Que s'est-il passé de l'intérieur ? On a sapé la compétitivité d'EDF ? Le résultat, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la France, paradoxalement, pour protéger ses consommateurs, a dit à la Commission européenne, je veux conserver des tarifs régulés. Ce qui, évidemment, était contraire à la règle de la concurrence, qui est que chaque client doit pouvoir choisir son fournisseur. Nous, on va garder des tarifs régulés. Alors, il y a une commission Champsor qui s'est réunie et qui s'est dit, voilà ce qu'on va faire. EDF va vendre une partie de sa production. Comme ça va créer des fournisseurs alternatifs, des concurrents. Mais en fait, et c'est comme ça qu'on a décidé que sans le quart à l'époque, mais maintenant c'est le tiers de la production d'EDF, serait vendu à des concurrents qui peuvent, en tradant sur les prix de marché, faire des offres inférieures à celles d'EDF. Est-ce que vous avez alerté le gouvernement de l'époque ? Mais on ne nous a pas demandé notre avis. Je peux dire que ça c'est arrivé comme ça, il y a eu une décision et on a simplement... était autorisé à discuter. C'est M. Proglio, le président de l'époque, qui a réussi à obtenir 42 euros le mégawattheure pour l'Arenh, parce que le coût de production sec d'EDF était de 32. Mais le coût économique était plutôt entre 50 et 55. Et donc, économiquement, EDF, chaque fois qu'elle vendait 1 TWh à l'Arenh, perdait de l'argent, pendant que les fournisseurs alternatifs, tradant sur l'Arenh et le marché qui était très bas à ce moment-là, pompait les clients d'EDF. C'est comme ça qu'EDF a perdu 1 million de clients par an pendant plusieurs années. Est-ce que quelqu'un voulait la peau d'EDF ? Je pense que oui. Peut-être que c'était pas une orientation explicite, mais c'était l'entreprise industrielle qui produisait l'électricité la plus propre, la plus économique et dont le coût baissait régulièrement, avec une organisation industrielle qu'aucune autre entreprise n'avait. Je vous pose cette question parce qu'on entend beaucoup que les Allemands, voire l'Union européenne, veulent justement la désintégration d'EDF. Est-ce que les Français n'y ont pas contribué justement avec notamment cette loi, cette Arenh ? C'est clair que l'intérêt des Allemands, c'était que l'électricité en France soit plus chère qu'en Allemagne. Or, elle était 2 fois moins chère à l'époque. Ça veut dire qu'on s'est fait berner ?
C'est clair que on a accepté de rentrer dans un processus qui nous a amené dans la situation où on est, au motif de l'environnement et de la concurrence, de l'écologie et de la concurrence. On a accepté de suivre l'exemple allemand en développant massivement des énergies renouvelables et en créant cette arène et donc cette concurrence artificielle qui a, d'une certaine manière, non pas ruiné, mais qui a entraîné EDF à la ruine. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, le gouvernement de l'époque à accepter un tel dispositif ? C'est difficile à dire. Moi, je ne vois que cette sorte de fascination à essayer de construire une Europe et donc il faut céder aux exigences de qui apparaissent comme les règles imposées par l'Europe et qui sont en fait des règles imposées par l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a 150 ou 130 gigawatts, c'est-à-dire 2,5 fois le parc nucléaire français d'énergie renouvelable. Donc quand il y a du vent et du soleil, il faut bien le déverser sur les pays voisins. Et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, elle absorbe la production des pays voisins. Et donc l'Allemagne est au cœur d'un système qui doit englober les pays voisins. Donc elle a essayé d'englober l'ensemble de l'Europe dans son système de production. Et effectivement, la France était une sorte d'obstacle avec des tarifs complètement connus de longue date à l'avance et un socle de production d'électricité bon marché. Cette régulation des tarifs de vente de l'électricité, elle avait quand même pour objectif de protéger les entreprises, de protéger les consommateurs contre la hausse des prix. N'est-ce pas là une louable intention ? Vous parlez de la concurrence ? Oui. Mais au contraire, je veux dire, quand on a un pays dans lequel on produit de l'électricité la moins chère, est-ce qu'on imagine que une entreprise, je prends, une entreprise qui fait des yaourts, qui serait la meilleure entreprise, qui fournirait les yaourts les meilleurs du point de vue du goût, et qui serait 1,5 fois moins cher que les autres, on leur dira, attendez, ça c'est pas bon pour la concurrence, donc vous allez brader le quart de votre production de yaourt à des gens qui vont les revendre moins cher que vous. Le but était de faire grimper les exportations, les échanges. Le but était soi-disant de créer des producteurs alternatifs. Alors justement, que sont devenus ces producteurs alternatifs ? Ils ne sont jamais arrivés. L'objectif théorique de cette loi était de faire émerger des concurrents à la production, qui est la seule réelle concurrence possible. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a enrichi des centaines, enfin pas des centaines, une bonne centaine de traders de l'électricité qui ont été des parasites d'EDF. Et ce qui s'est passé, c'est qu'in fine, le coût de production de l'électricité, lui, n'a pas bougé, mais les prix de vente ont explosé. Exactement. Je vous en prie. Ce qui est intéressant, c'est que ce système qui a explosé quand les coûts de marché, les prix de marché ont explosé, et donc là, tous les fournisseurs alternatifs sont trouvés dans une situation très compliquée, et donc ils ont renvoyé leurs clients à EDF par millions, et EDF a été obligé de se fournir sur le marché pour les alimenter, puisqu'il n'avait plus l'électricité correspondante. Et aujourd'hui où les tarifs régulés qui viennent d'être fixés, il se trouve que les prix de marché sont en train de baisser en dessous des tarifs régulés. Il va se produire le même phénomène, c'est-à-dire que les fournisseurs alternatifs recommencent à faire des offres en dessous des prix d'EDF. Et donc vont recommencer à pomper Donc on est reparti dans la même hystérie, dans la même absurdité de ruiner EDF à nouveau. Alors Bruno Le Maire affirme en tout cas qu'un nouveau système de régulation des prix de l'électricité est dans les tuyaux. Que doivent être selon vous les contours de ce nouveau système ? Pour moi, c'est très clair. Il faut que EDF soit considérée comme une entreprise. C'est une entreprise industrielle et commerciale. Ça a toujours été le cas. Elle a formidablement réussi comme ça. C'est probablement une des plus belles entreprises du monde, du point de vue industriel et commercial, et donc lui rendre la capacité de vendre à des clients qu'elle choisit, au prix qu'elle choisit, qui soit conforme avec son équilibre économique. L'arrêt de la Reine, justement, est prévu pour fin 2025. Oui. C'est trop tard ? Mais c'est 10 ans trop tard. Ça aurait été mieux si ça avait été en 2012.
Mais je ne comprends pas pourquoi on continue ce système jusqu'en 2015, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on continue de vendre à 42 € alors que l'électricité est à 75, ou on continue à vendre à 42 et 46 €, le tiers de la production d'EDF. Est-ce que le marché européen de l'électricité, certains disent qu'il faut le réformer, d'autres disent qu'il faut purement et simplement le quitter? Quel est votre point de vue? Je crois qu'il y a une ambiguïté et une mauvaise compréhension de ce qu'est le marché de l'électricité. Il y a toujours eu entre les pays des échanges importants. Quand un pays a plus besoin d'électricité et l'autre moins, ça passe par les interconnexions. Les interconnexions entre les pays européens, elles sont quand même assez limitées. Et pour la France, ça représente à peu près 10% de ses capacités de production. Et donc, il n'y a pas véritablement un marché de l'électricité. Ce qui est vrai, c'est que le prix, ce qu'on appelle le prix de marché, qui est le prix marginal de la centrale la plus chère, constitue un indicateur du prix de l'électricité dans les différents pays. Et il fixe les engagements que prennent les fournisseurs alternatifs. Mais il n'y a pas véritablement un marché de l'électricité, il y a un marché par pays. Et en France, on devrait se contenter du marché qu'on a, avec marginalement des échanges, comme ça a toujours été le cas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est restaurer le marché. En fait, on n'a pas besoin du marché européen de l'électricité pour exporter. Il n'y a pas de marché européen de l'électricité. Il y a un prix spot d'échange de l'électricité. Et c'est celui-là qui, aujourd'hui, est l'indicateur des prix de l'électricité. Mais je veux dire, il faut restaurer le marché, c'est-à-dire remettre les énergies renouvelables dans la concurrence, les vendre à leur prix réel, à leur coût réel de production, et supprimer cette distorsion totale du marché qui consiste à ce qu'un producteur fournissent à perte de l'électricité à des concurrents. Alors justement, sur le rapport nucléaire développement durable, énergie renouvelable, mardi, à l'occasion de son discours de politique générale, Gabriel Attal a déclaré ceci: « Le nucléaire est une fierté française, c'est un atout majeur pour notre pays. J'assume d'être à la tête d'un gouvernement pro-énergie nucléaire. » Est-ce que les propos de Gabriel Attal sont le reflet d'une vraie prise de conscience selon vous? Je ne peux que le souhaiter, et je le souhaite fortement. Je pense qu'il y a effectivement une vraie prise de conscience à l'échelle mondiale. En France, c'est arrivé en septembre 2021, et depuis, ça ne fait que progresser, et je ne peux que m'en réjouir, mais c'est une prise de conscience mondiale. La seule énergie pilotable, ce qui est indispensable, parce qu'encore une fois, l'électricité ne se stocke pas, et par conséquent, il faut la produire au moment où on en a besoin, et donc c'est ce qu'on appelle l'électricité pilotable. On la démarre quand on a besoin de production, en face de la consommation. La seule électricité pilotable, propre, et donc en masse, c'est le nucléaire. Avec évidemment l'hydraulique, mais l'hydraulique a ses caractéristiques propres, et en particulier, elle est limitée par l'espace. Donc il y a le nucléaire et l'hydraulique, et en dehors de ça, le reste, c'est soit des fossiles, et il en faudra un peu, il en faudra toujours un peu. Alors, on espère que les fossiles de l'avenir seront des gaz propres, des gaz verts, mais en tout cas, il y en aura besoin. Dernière question très rapidement, Hervé Machenaud. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense à tous ces gens qui nous regardent et qui voient leur facture d'électricité augmenter. À quoi faut-il s'attendre selon vous? Je vous sens quand même plutôt pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, parce que je pense que la prise de conscience est faite. La direction d'EDF, le nouveau président d'EDF a une idée claire de sa responsabilité d'entreprise, et il a pris d'une certaine manière des dispositions pour que le modèle d'entreprise prévale à terme. Mais tant que jusqu'à la fin 2025 et jusqu'à ce qu'on n'ait pas évacué ce problème de l'Arenh et de la vente à perte par EDF à des fournisseurs alternatifs qui lui prennent ses clients, on n'aura pas, et qu'on continuera en dehors de tout esprit de concurrence à développer des énergies renouvelables, on ne résoudra pas le problème. Merci Cela beaucoup. dit, je pense que c'est en train de se produire, le virage est amorcé, et il suffit qu'il aille jusqu'au bout. Merci beaucoup Hervé Machenaud. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur exécutif d'EDF. Vos explications également dans votre livre. Je vous laisse nous rappeler peut-être le titre du livre. La France dans le noir. Alors il se trouve que La France dans le noir, je l'ai écrit en 2017. Ça s'appelait La France dans le noir, les méfaits de l'idéologie en politique énergétique. C'est publié aux Belles Lettres. Et puis, ça fait un bide, évidemment, parce que ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Et cela revient
Et sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est revenu, et maintenant il s'appelle La France dans le noir, c'est maintenant. Merci beaucoup Hervé Macheteau. À présent,